Bonjour à tous et toutes. Merci d'avoir rejoint cette réunion à distance. Donc, j'aurais pu choisir un autre format de dialogue avec vous, mais étant donné la diversité de vos situations, la diversité de vos temps de travail, je me suis dit que c'était quand même la façon la plus simple de communiquer avec vous. J'ai souhaité venir à votre rencontre pour vous parler d'un sujet qui n'est pas très agréable malheureusement. Alors peut-être que je vais enlever mon masque, vous m'entendrez mieux. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, tout à fait. Oui. Très bien. Oui, Merci. très bien. Donc je disais que je souhaitais m'entretenir avec vous pour un moment qui n'est pas malheureusement pas très agréable, mais on doit affronter cette réalité. Vous savez que l'Union a été assignée au tribunal, qu'a priori l'assignation est prévue pour le 16 juin. Donc le 16 juin, c'est très rapide. Et donc je voulais discuter un petit peu avec vous de cette assignation. Alors je vous propose qu'on soit tous très clairs, qu'on pose toutes les questions qu'on souhaite. Mais juste avant de rentrer dans le sujet de l'assignation, je voudrais vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé depuis 8 mois. 8 mois, c'est exactement jour pour jour la date où où le groupe AVEC a repris le contrôle de l'Union. Vous vous souvenez, c'était le 9 octobre 2020. Donc depuis ces 8 mois, beaucoup de choses se sont passées. On a l'impression que c'est une éternité parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup d'efforts consacrés par les uns et les autres. Et je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette période où vous avez tous contribué et bien entendu pour lesquels je tiens tous à vous remercier. Alors 8 mois, c'est en même temps presque une date un peu symbolique parce que c'est pratiquement la durée de gestation des humains et donc on s'attend qu'au bout de 8 mois, au bout de 9 mois exactement, il y a quelque chose qui soit enfanté. Alors c'est en train de se faire, c'est en train d'enfanter et je vais vous dire un petit peu ce qui est en train d'enfanter et malheureusement dans le dernier mois, il y a une mauvaise fée qui s'est posée sur le berceau de cette renaissance et c'est la raison pour laquelle on est là tous pour en parler. Alors, pendant ces 8 mois, quel est le travail qui a été réalisé par le groupe AVEC et bien sûr par l'ensemble des équipes de l'Union? Eh bien, on peut dire que, si vous voulez, il y a eu énormément de changements. Il y a eu énormément de changements. Vous n'en êtes peut-être pas tous aperçus, mais en tout cas, c'est bien là, ancré dans le fonctionnement aujourd'hui de l'Union. Vous vous souvenez que l'ancienne direction avait une gestion qui était très centralisée, qui reposait sur peu de cadres, et nous avons souhaité au contraire très largement élargir, si vous voulez, cette direction, puisque dès que nous sommes arrivés, nous avons indiqué à tous les directeurs d'instituts, à tous les cadres supérieurs d'instituts, à tous les encadrants, tous les cadres de département support que nous souhaitons avoir un COMEX à plus grand nombre. Et donc aujourd'hui, les décisions qui ont été prises pratiquement depuis la reprise par le groupe AVEC dans l'Union ont été des décisions collégiales prises par une vingtaine de personnes. Et on peut dire pratiquement que si l'accord de la collégialité n'était pas atteint, eh bien, il n'y avait pas de décision qui était prise. Donc ça, c'était la première innovation, transformation importante de l'Union qui a été faite. La deuxième, c'est celle qui est en cours et on espère bien entendu qu'elle aboutisse ce mois-ci. C'est l'expérience dont vous avez tous entendu parler, qui est celle de reconstruire le GHM. Reconstruire le GHM, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la volonté de tous de dire, donc quand je dis tous, je dis tous les encadrants proximité, les cadres sup, les patrons d'instituts, les patrons de services support, de dire on a une organisation qui est sans doute bonne, mais en même temps, elle a, comme toutes les organisations, des défauts, et en particulier, elle a un défaut majeur, c'est celui de la clarté des organisations. La clarté des organisations, la clarté des responsabilités,
rentabilité et en même temps, si vous voulez, la simplification des organisations. Et donc ce travail est pratiquement en cours d'aboutissement. Ce travail est en cours d'aboutissement, il devrait aboutir au mois de juin et j'aurai l'occasion avec bien entendu le COMEX de vous présenter le résultat de ce travail et ce que nous envisageons comme nouvelle organisation simplifiée, plus claire, plus lucide et tout ça bien sûr avec un seul objectif qui est celui de mieux prendre en charge les patients. Le deuxième travail qui a été mené en collaboration aussi avec les patrons d'instituts et les cadres supérieurs, et également les cadres administratifs, ça a été celui de recenser, de reprendre tous les projets qui sont en attente dans l'Union, alors essentiellement des projets d'immobilier, mais également des projets d'investissement, et de relancer ces projets. Vous savez que l'Union avait beaucoup de projets, que ces projets-là ont été pratiquement mis à l'arrêt depuis presque 5 ans, pour 2 raisons. Première raison, eh bien, il y a eu d'abord la période où l'Union a perdu beaucoup d'argent, et bien sûr, quand on perd de l'argent, on ne peut pas investir, on ne peut pas penser de projet. Et puis ensuite, il y a eu la période qui a duré pratiquement 2 ans, où les projets ont été mis à l'arrêt, puisque l'Union, comme vous le savez, a été mis en vente. Donc nous, ce que nous avons fait, excusez-moi, c'est de reprendre ces projets, vous les connaissez, hein, c'est le projet Greta, le projet de construction d'un gros établissement aux côtés d'Alembert, de maisons médicales, de centres de santé, de centres de consultation. C'est le projet d'agrandissement des urgences. Vous savez que nos urgences sont un point central dans l'offre de premier recours sur le territoire et qu'ils sont excellents, tout le monde le sait, et que donc les patients affluent. Donc l'idée c'était d'augmenter c'est de reprendre le projet d'augmentation du capacitaire des urgences. En lien avec ce projet d'augmentation du capacitaire des urgences, il y a bien entendu après toute la filière aval qui s'en déduit, donc augmenter le capacitaire en nombre de lits de médecine, augmenter le capacitaire en nombre de lits de soins critiques et également le capacitaire en nombre de salles de chirurgie et donc dans le bloc. Donc, c'est tous ces projets qui ont été repris. Nous avons travaillé avec des architectes, nous avons regardé la faisabilité concrète de ces projets et les architectes, à chaque fois, nous ont apporté des réponses sans augmentation, sans acheter de terrain supplémentaire, sans acheter d'immeubles supplémentaires, simplement dans le périmètre actuel immobilier de l'Union et en particulier les 2 bâtiments à Lambert et Auclair. Dernier projet, mais pas le moindre, parce qu'il est très emblématique, c'est un projet que l'Union porte depuis presque maintenant 5 ans, qui est bien entendu à l'arrêt comme tous les autres projets, qui est le projet de CyberKnife, d'augmentation du capacitaire, avec un capacitaire tout à fait pointu à l'Institut de cancérologie. Donc là aussi, nous avons trouvé des solutions intéressantes, pertinentes, sans même toucher au bâti, simplement en modifiant un petit peu l'emplacement des différentes machines actuelles. Donc ces projets ont été retravaillés avec des architectes, avec les banques, parce que bien sûr il faut trouver des financiers. Et les banques nous ont dit il n'y a pas de problème, vous avez restauré l'équilibre financier de l'Institut, de l'Union, et je vous en parlerai. En conséquent, vous êtes en capacité de financer ces projets. À plus court terme, nous avons également réinvesti dans, vous savez, une activité importante pour l'Union qui avait été un peu négligée par l'ancienne direction, qui est l'activité dentaire. Nous avons quand même 2 centres dentaires importants dans l'Union, et ces 2 centres dentaires ont été pratiquement mis à l'arrêt pendant la crise Covid. Premièrement. Deuxièmement, ils ont été mis en vente indépendamment du GHM, ce qui a envoyé un signal très fort par l'ancienne direction que, quelque sorte, le dentaire n'intéressait pas l'Union. Bon, au contraire, vous savez que le groupe AVEC est très intéressé par l'activité dentaire, puisque le groupe AVEC a pratiquement, aujourd'hui, exploite pratiquement 26 centres dentaires, dont 2 de l'Union.
Et donc tout de suite, notre directrice des opérations s'est empressée à la fois d'identifier les besoins d'investissement, les besoins en ressources humaines, qu'il s'agisse de chirurgiens dentistes, qu'il s'agisse d'assistants dentaires, et en même temps de faire les travaux qui étaient absolument nécessaires. De manière moins importante, mais il faut quand même le rappeler, dès que le groupe AVEC a pris la commande de l'Union, eh bien, vous savez qu'on est tombé en pleine crise Covid. Et là, le groupe a immédiatement débloqué les investissements qui étaient nécessaires pour eh bien, assurer la meilleure prise en charge des patients Covid, et en particulier des patients en soins critiques. Donc, nous sommes immédiatement empressés d'acheter des respirateurs, de recruter les effectifs qui étaient nécessaires pour une prise en charge la plus large possible des patients sur le territoire. Et vous savez que grâce à votre travail extraordinaire, le GHM de Grenoble a pratiquement assuré un tiers de la prise en charge en soins critiques sur le territoire. Donc, pour vous montrer combien l'établissement a été remarquable pendant cette période, et je vous en remercie. Pendant cette période également, nous avons mis en place de nouvelles mutualisations, et je crois que la mutualisation avec la clinique de la Chartreuse qui a été mise en place n'est pas un vain mot, puisque vous savez qu'avec la clinique de la Chartreuse, nous avons une vraie direction commune. La directrice de la Chartreuse et le patron de la mission médicale d'établissement de la clinique de la Chartreuse font partie du COMEX de l'Union, et donc il y a un vrai travail collaboratif, au-delà même de la mutualisation qui est avec le groupe, et vous connaissez les effets de cette mutualisation. Enfin, pendant ces 8 mois, nous avons tous travaillé ensemble pour repousser, éloigner les principales menaces qui pesaient sur l'Union. Alors, vous connaissez tous ces menaces. Il y avait en premier lieu, bien entendu, la problématique des déficits récurrents. L'Union a pratiquement perdu de l'argent chaque année pendant 5 ans. Donc ça, c'est des menaces majeures, puisque les fonds propres de l'Union venaient à se réduire comme peau de chagrin. Et s'il n'y a plus de fonds propres, vous savez qu'à un moment donné, les choses s'arrêtent. Deuxième menace, c'était la menace de la problématique de la prise en charge des dépassements d'honoraires par l'Union. Vous saviez que nous avions une échéance à la mi-2022 sur ce sujet majeur qui, bien sûr, pesait très lourdement sur l'avenir de l'Union. Et puis, bien entendu, il y avait également la problématique de la lisibilité de nos organisations. Voilà. Et ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'au bout de 8 mois, ces 3 principales menaces se sont éloignées. Je pense que je peux presque affirmer qu'aujourd'hui, elles sont résolues, puisque la première menace, la menace des déficits, est résolue, puisque vous avez vu que l'année 2020, l'Union a fini sur un résultat positif. Bon, pas très positif, mais quand même positif. Je crois plus de 100 000 euros d'excédent. Deuxièmement, je peux vous dire que les résultats de l'année 2021 devraient être également à l'équilibre, sauf accident majeur. Donc ça, c'est un point très important. Vous savez que, résultat de notre travail, résultat d'un travail souterrain, bonne chance, je ne saurais vous dire, mais en tout cas, le problématique des dépassements d'honoraires, de la prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins libéraux par l'Union est complètement résolu. C'est un problème qui est maintenant derrière nous, puisqu'il a été résolu de manière par le législatif. Et enfin, la problématique du manque de lisibilité des organisations devrait être également très rapidement résolue par le travail de reconstruire le GHM. Dans le même temps, l'embarquement de l'Union dans ce que va être la santé de la prochaine décennie, de la décennie actuelle 2021-2030, à savoir, vous savez tous que la santé va être embarquée dans un mouvement profond de e-santé, avec de la e-santé sur tout le parcours du patient, avec également de l'intelligence artificielle qui va aider cette prise en charge par les établissements du patient. Eh bien, on peut dire que l'embarquement de l'Union dans le mouvement inexorable et souhaitable d'ailleurs de la e-santé est commencé, voire même très bien commencé.
Donc, le travail qui a été réalisé à la fois conjointement par les équipes du groupe AVEC et par les équipes de l'Union pendant ces 8 mois a été considérable. C'est un travail de fond, c'est un travail qui va être pérenne et je voulais vous en remercier particulièrement. Et ce, d'autant plus que ce travail s'est déroulé en même temps que 2 crises majeures que vous connaissez parfaitement, que vous avez vécues tous les jours dans vos chairs, dans vos âmes, dans vos cœurs, puisque, si vous voulez, il a été très fort. Et ben, c'est le travail qui a consisté à absorber 2 vagues Covid majeures, la vague Covid de la 2e vague et la 3e vague. Dans ces 2 vagues Covid, vous êtes tous mobilisés de manière absolument exceptionnelle, qu'il s'agisse bien sûr des unités d'urgence, des unités de médecine Covid, des unités chirurgicales qui sont venues à la rescousse des unités de médecine, et bien entendu, en tout dernier lieu, mais de manière très importante, des unités de l'unité de soins critiques. Donc pour tout ça, je voulais vraiment vous remercier. Bien entendu, ce n'est pas la première fois que je le fais, mais je souhaite le renouveler à cette occasion, et ce qui rend d'autant plus admirable à la fois le travail de fond qui a été réalisé et le travail de prise en charge de court terme qui a été réalisé. Bon, malheureusement, si vous voulez, tout ce travail-là n'a pas été reconnu par l'extérieur du GHM, de l'Union. Je dirais que c'est pas très original. C'est pas la première fois que le travail de l'Union n'est pas reconnu. Il est parfois même décrié. Mais je dirais que là, on a atteint un point qui pour moi n'est plus acceptable. Il n'est plus acceptable parce que vous avez vu que ce travail a été décrié, l'arrivée du groupe AVEC a été décriée par certaines personnes sur le territoire, et la conséquence, c'est que vous n'avez pas pu être remercié à votre juste mesure. Aujourd'hui, on atteint un point d'orgue. C'est que, c'est une chose d'être décrié, c'est autre chose d'être assigné. Donc aujourd'hui, il y a une assignation qui est tombée. Les demandes de cette assignation, je ne vous le cache pas, sont graves. Elles sont importantes. Et donc, je voulais, en toute transparence, en discuter avec vous et pouvoir échanger avec vous dessus. Bon. Les demandes sont assez simples. Il y a deux demandes principales. Première demande, donc nos assignants, vous les connaissez, la ville de Grenoble, la métropole de Grenoble, les 3 syndicats FO, CGT, UNSA, et quelques administrateurs, anciens administrateurs, quelques anciens membres de l'Union, se sont collectivement mis ensemble pour demander 2 choses. Première chose, c'est la résolution de la promesse de vente qui a été signée entre la CIMI, propriétaire des locaux du GHM, premièrement, et d'autre part, ICAT Santé, qui est l'investisseur qui nous a accompagnés dans la reprise des actifs de l'Union et de la CIMI. Donc ça, c'est une première demande. La deuxième demande, c'est une demande qui vise à la nomination d'un administrateur provisoire de l'Union en vue de, numéro 1, changer le conseil d'administration de l'Union, numéro 2, néanmoins, ma responsabilité de chef d'entreprise, de président et directeur général de l'Union, c'est de vous en informer, d'en discuter en toute clarté avec vous, de vous dire également, si par extraordinaire,
l'Union devait supporter une décision défavorable, quelles en seraient les conséquences. Et donc, je suis prêt à répondre à toutes les questions sur ce sujet. Juste avant de répondre à vos questions, je tiens à vous faire remarquer que l'ironie de l'histoire, c'est que l'Union est attaquée, donc l'Union est assignée, et bien entendu, les demandeurs ont pris bien soin d'assigner le groupe avec. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que, si vous voulez, s'ils assignaient le groupe avec, leur chance de succès au tribunal serait encore plus faible s'ils en avaient par ailleurs. Enfin, bien entendu, le groupe se réserve d'être ce qu'on appelle intervenant volontaire dans l'assignation et de faire valoir également son point de vue et ses préjudices s'ils en avaient. Vous comprendrez dans ces conditions que cette assignation n'est pas une bonne chose, bien entendu, que si elle avait des conséquences, malheureusement, à très court terme, c'est essentiellement sur l'Union. Et donc c'est dans cette vision, dans ce cadre-là, que je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, ce que je vous propose de faire, parce que si vous voulez, bon, vous êtes nombreux, vous êtes plus de 65 connectés aujourd'hui, c'est que bien, on procède les uns après les autres. Je regarde d'abord les questions que vous avez posées. Je réponds de manière exhaustive. Et que si vous avez d'autres questions à poser ou des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, eh bien, vous leviez la main. Je crois qu'il y a une possibilité de lever la main. Et bien entendu, je répondrai. Bon, parfait. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer par répondre aux questions de ceux qui ont répondu au formulaire. Donc, je vais lire la question et je vais répondre d'aussi bien que possible. Et ceux qui n'ont pas, si vous estimez que la réponse n'est pas assez claire, je me permettrai d'y répondre. Bon, la première question, c'est le commentaire. Je ne sais pas de qui c'est. Donc, je lis. Pas de questions, rien que des encouragements. Tenez bon et restez serein comme d'habitude. La clameur finit toujours par s'apaiser. Merci. Bon, oui, bon, vous avez vu, je reste serein. Le groupe ou les structures qu'il a reprises sont souvent attaquées. Nous avons beaucoup de détracteurs, mais nous avons toujours gagné. Et donc, je suis très serein de ce point de vue-là. La deuxième question, c'est quelle est la position du personnel et du corps médical? Donc, sur le personnel, je ne vais pas répondre à votre place, donc je vous laisserai, je pense que c'est à vous de dire individuellement quelle est votre position. La position, je peux dire que la position des représentants du personnel, elle est clairement affichée dans l'assignation. Donc ça, je ne la reprendrai pas. Maintenant, est-ce que les représentants du personnel représentent tout le personnel de l'Union? J'en doute, mais c'est vous qui répondrez à ma place. La position du corps médical, quelle est la position du corps médical? Pareil, je ne me permettrai pas de répondre au nom du corps médical. Je ne sais pas si Amandine Forestier ou David Voirin sont en ligne, mais si l'un ou l'autre est en ligne et veut répondre au nom du corps médical, je vous laisse répondre volontiers. David, tu es en ligne? Oui, je suis en ligne. Très bien. Est-ce que tu veux répondre à cette question? Quelle est la position du corps médical? La position du corps médical, elle est que de la même façon qu'on a rédigé un courrier qui avait été signé par plus de 70 médecins qui souhaitaient porter la connaissance des élus les inquiétudes qu'on pouvait avoir sur la poursuite du projet médico-soignant. Je rappelle quand même que le projet médico-soignant, il a été travaillé de novembre 2018 à mars 2019 par toutes les équipes médicales et paramédicales, et que cela a donné lieu à la rédaction d'un projet qui s'intitulait le projet GHM 2019-2024, et que à ce projet médico-soignant qui avait été considéré comme acquis par la nouvelle direction quand elle est arrivée, se sont ajoutés d'autres projets
qui faisait suite aux diagnostics qui ont pu être posés par la nouvelle direction, notamment avec la nécessité impérative de pouvoir accroître les locaux aux urgences pour permettre aux équipes des urgences d'accueillir tous les patients et dans des conditions meilleures que celles que nous connaissons aujourd'hui, ainsi qu'une augmentation de la capacité d'hospitalisation et une augmentation du nombre de salles opératoires, avec la sollicitation d'un cabinet d'architectes, et donc avec des investissements qui concernaient à la fois l'immobilier, mais également le matériel, dont des investissements lourds, notamment sur l'Institut Daniel Hollard en cancérologie, où nos machines de radiothérapie ont 7 ans d'âge, et donc elles commencent à être vieillissantes par rapport à ce que doit être une machine de radiothérapie. La crainte que nous avons, et je m'exprime au nom de l'ensemble des responsables médicaux des différents instituts du GHM, c'est qu'au travers de tout ce qui se passe actuellement, ce soit l'ensemble des investissements nécessaires au développement de l'établissement qui soient stoppés. Et ça, en tant que représentant de la CME, en tant que président de CME, c'est quelque chose que je ne peux pas considérer comme acceptable. Voilà. Il faut rappeler que le CHU a investi 150 millions d'euros pour la construction d'un nouveau plateau technique, bloc opératoire et réanimation, que sur Voiron, un hôpital tout neuf va être livré à l'automne 2021 pour un montant total d'investissement de 120 millions d'euros, et que Beldon, qui vient d'être acheté par Elsan, a racheté un terrain qui est juste derrière ses locaux actuels, et a pour projet de construire un nouvel immeuble pour accroître son capacitaire. Donc si dans le même temps, le GHM est dans l'incapacité de pouvoir investir sur ces projets médico-soignants qui dépendent aussi d'une extension immobilière à la fois sur le bâti actuel et sur des terrains adjacents, et avec un projet dont certains ont entendu parler qui est le projet Greta, on va se retrouver en très grande difficulté. Donc l'inquiétude pour nous en tant que responsable d'institut, et plus globalement au niveau de la communauté médicale, l'inquiétude elle est là. Merci beaucoup David. Donc je pense qu'on peut passer à la question suivante. Quelles peuvent être les conséquences de cette assignation pour le groupe AVEC? Alors, les conséquences de l'assignation, il n'y en a pas pour le groupe AVEC en l'état actuel des choses. Il y aurait éventuellement des conséquences s'il y avait une décision défavorable suite à cette assignation. Donc les conséquences porteraient d'abord et en priorité, bien entendu, et très malheureusement, sur l'Union, puisque s'il y avait des décisions défavorables, si les demandes des attaquants étaient suivies par le tribunal, eh bien vous comprenez bien que d'une part, tous les projets dont on a parlé seraient immédiatement arrêtés, ça c'est très clair. Deuxièmement, si effectivement il y a une relance du processus de vente, eh bien, on repart pour 2 ou 3 ans de processus de vente pendant lequel il y aura 0 investissement dans l'Union. Par ailleurs, bien entendu, le groupe AVEC ne pourra pas, si vous acceptez une décision défavorable, et donc dans tous les cas de figure, fera appel. Donc dans tous les cas de figure, je dirais que les conséquences pour l'Union sont sont mauvaises, voire catastrophiques. Pourquoi? Parce que comme David vient de le rappeler, le contexte actuel, c'est un contexte où vous avez de très gros investissements, des investissements majeurs à l'hôpital public, le Sugar, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros, et vous avez des investissements qui vont être très importants à Beldon. Donc au milieu, vous aurez un établissement, le GHM de Grenoble, sans investissement, en proie à ces problématiques juridiques, à cette assignation, aux conséquences de cette assignation, et bien entendu, je ne vous fais pas de dessin pour la suite. Ensuite, vous posez une autre question sur quand sera-t-il pour la clinique de Chartreuse.
vu que nous avons été rachetés ensemble, la possible assignation d'un administrateur provisoire s'appliquera-t-elle à la clinique de Chartreuse? Le travail engagé avec le groupe pourra-t-il se poursuivre si l'administrateur provisoire est assigné? Pourra-t-on encore bénéficier des supports du groupe? Ce n'est pas une question, mais je trouve la démarche honteuse. S'il ne valait pas du groupe, il fallait le dire avant. Alors pour la clinique Chartreuse, nous avons fait le même travail que pour l'Union, peut-être moins rapidement et de manière moins approfondie, puisque quelque part, on a dû parler au plus pressé et que pendant la crise Covid, la clinique s'est complètement mobilisée pour être en support des effectifs du GHM, et je remercie l'ensemble des effectifs de la clinique de la Chartreuse de ce point de vue-là. Mais malheureusement, la réponse est la même. C'est-à-dire que s'il y a un administrateur provisoire qui est nommé à la direction, à la tête de l'Union, en vue de changer le conseil d'administration, eh bien, je pense qu'il va également arrêter tous les travaux qui sont en cours sur la clinique de la Chartreuse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que le travail engagé avec le groupe pourrait également, puisque c'est une des demandes des attaquants, c'est que toutes les relations avec le groupe s'arrêtent. Donc, je dirais les conséquences seraient les mêmes que sur l'Union, et je dirais même qu'elles seraient plus catastrophiques, puisque vous savez que la clinique de la Chartreuse aujourd'hui fait face à un vrai défi qui, à ce jour, n'a toujours pas été résolu par le groupe, qui est de survivre dans un environnement où l'hôpital de Voiron vient d'être construit, va ouvrir à la rentrée avec des salles d'opération toutes neuves, des chambres toutes neuves, du matériel tout neuf. Voilà. Question suivante, vous posez la question, est-ce que vous avez l'intention à moyen terme de revendre l'UMG GHM? Donc, est-ce que vous avez l'intention de revendre l'Union? Vous savez que la marque de fabrique du groupe avec, ex-Doctogestio, c'est de ne jamais, jamais rien revendre. Nous avons acheté en 12 ans 390 établissements, nous n'avons revendu aucun. Si d'aventure certains établissements ont été fermés, et je vais compter sur les doigts de la main, c'est parce que nous avons perdu, bien, par exemple, le bail de ces établissements, ou parce que bien, une autorisation nous a été retirée de manière définitive par une autorité de tutelle. Et donc, vous comprenez bien que notre ambition n'est absolument pas de revendre ni l'Union, ni certaines composantes de l'Union, mais au contraire de renforcer le groupe sur tous les territoires. Notre projet est de devenir un opérateur global, on l'affiche sur la plateforme avec, sur tous les territoires, et pour nous, un territoire, c'est une circonscription de 100 000 personnes, c'est l'équivalent d'une députation, et bien avoir minimum 4 équipements, un équipement MCO, un équipement EHPAD, un équipement ville et un équipement domicile. Voilà. Vous avez vu que depuis la reprise de l'Union par le groupe avec, nous avons renforcé notre implantation en Isère, puisque nous avons acheté une petite unité de vie dans le nord d'Isère, à Saint-Jean, à Saint-André, le gaz. Voilà. Donc la réponse est non, non, non. Bien sûr que nous avons eu des offres pour acheter le laboratoire, puisque c'est une activité très rentable, mais nous avons répondu non à toutes les offres. Donc au contraire, nous ne souhaitons pas revendre, mais souhaitons nous renforcer. Et tous les projets d'investissement que nous souhaitons mettre en œuvre, ils vont dans le renforcement. Ensuite, vous posez une question, c'est quels sont les enjeux de cette affaire? Quels sont les enjeux de cette affaire? Alors, vous m'avez lu dans les journaux, j'imagine, vous m'avez écouté à la télévision ou à la radio. Pour moi, derrière cette affaire, il y a essentiellement des enjeux politiques. Il y a des enjeux politiques. D'ailleurs, il ne faut pas que si la ville et la métropole se sont joints à cette assignation, c'est qu'il y a bien des enjeux politiques. Alors ces enjeux politiques, bien entendu, on s'y oppose complètement. Puisque si vous regardez un petit peu les raisons, je ne sais pas si vous avez suivi le conseil métropolitain où M. Ferrari s'est exprimé sur les raisons pour lesquelles il avait décidé de planter les murs de l'Union. Je ne sais pas si vous avez écouté les raisons, le conseil municipal,
où M. Piolle indique les raisons pour lesquelles il s'oppose au groupe avec, je dirais on croit rêver. Alors, je m'explique. Pour M. Ferrari, l'argument qui est donné en conseil métropolitain, c'est qu'il souhaite aider l'Union. Donc pour aider l'Union, il préempte. Et donc en préemptant, il bloque le système. Et donc il estime que ça va aider l'Union. Bon, permettez-moi d'en douter. On voit les conséquences aujourd'hui. Et pour M. Piolle, l'argument, c'est qu'il n'est pas d'accord avec les valeurs et la vision du groupe avec. Alors là aussi, permettez-moi, si vous voulez, d'avoir des doutes, parce que si sa vision, c'est dire toute la santé en France doit être privée, doit être publique, eh ben, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord dans l'union, on n'est pas d'accord dans la mutualité, on n'est pas d'accord dans tout le secteur privé non lucratif, FEAP, et on n'est pas d'accord non plus dans le secteur privé lucratif, FHP. Donc on n'est pas du tout d'accord pour cette vision. Et je crois que si vous êtes aujourd'hui ici à l'Union, et en particulier au GHM, c'est justement parce que vous n'êtes pas d'accord qu'il s'agit d'avoir une seule santé en France et une seule santé publique. Alors ça ne veut pas dire pour autant que les opérateurs de santé privée, et nous en faisons partie, l'Union en fait partie, ne doivent pas poursuivre une mission d'intérêt général. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons des tarifs publics, parce que nous devons suivre cette mission d'intérêt général. Mais bien entendu, on n'est pas du tout d'accord sur ces arguments et malheureusement, on doit constater que derrière cette affaire, il y a surtout un sujet politique, voire syndical. Ensuite, il y a une autre question qui est les autres établissements du groupe, risquent-ils d'être impactés? Alors, je pense que vous faisiez référence aux établissements dentaires, vous faisiez référence aux laboratoires, vous faisiez référence au centre de planification et d'éducation familiale. Ben oui, je dirais oui, tous les établissements seront impactés. S'il y a un administrateur qui est nommé, tous les établissements seront impactés, puisque cet administrateur aura une mission qui est de remplacer le conseil d'administration, diriger, dans l'attente d'organiser le processus de vente. Processus de vente, on peut imaginer qui est, comme d'ailleurs l'avait envisagé la précédente gouvernance de l'Union, un découpage de l'Union. Les laboratoires d'un côté, les centres dentaires de l'autre, peut-être un démembrement de certains instituts, etc. Voilà. Ensuite, vous posez une question qui est si l'annulation de la promesse de vente se fait, cela aura-t-il un impact sur le groupe? Alors, je répète, s'il y a annulation de la promesse de vente, s'il y a en général un effet de l'assignation, quel qu'il soit, la première structure touchée sera l'Union, puisque les conséquences sont immédiatement portées par l'Union. Donc, si la promesse de vente est cassée, et si ICAD ne peut pas devenir le propriétaire, ça veut dire que tous les engagements que nous avions avec ICAD, et je vous rappelle qu'ils sont nombreux et qui apportent de la valeur à l'Union, puisque d'une part, ICAD s'était engagé à baisser le loyer de l'Union de 300 000 euros, de 10% du montant total des loyers, c'est quand même très significatif. D'autre part, ICAD s'est engagé à supporter 10 millions d'euros d'investissement. C'est pratiquement, je dirais, le coût total du projet Greta, ou pratiquement le coût total de à la fois l'agrandissement des urgences et l'augmentation du capacitaire de chambre. Donc, vous voyez l'impact de ce genre d'investissement. Eh bien, c'est l'Union qui en supportera l'impact évidemment. Il y a ensuite une question sur les RH. Vous écrivez « Envisagez-vous de remplacer les futurs départs à la retraite sur les postes administratifs ?» Alors, je me suis amusé ce matin à poser une question à Nelly. Je lui ai demandé, Nelly, il y avait combien de postes, je dirais, d'une durée supérieure à 3 mois dans l'Union au moment de l'entreprise? Il y en a combien aujourd'hui? Eh bien, la réponse de Nelly était très claire. Il y a 3 postes, je crois, de plus qu'au moment de la reprise. Donc, vous voyez bien que tous ceux qui ont colporté les messages comme quoi le groupe réduisait les postes, ne remplaçait pas les postes, supprimait les postes, faisait des licenciements économiques, etc., sont faux. Ils sont colportés. Ils sont colportés
Et les chiffres sont têtus. Et les chiffres démontrent bien exactement le contraire. Sur le remplacement des futurs départs à la retraite, la réponse est simple. Dans le cadre du projet Reconstruire le GHM, qu'on va vous présenter rapidement, qui bien sûr sera présenté également à vos élus, il y a création de postes. Il y a des créations de postes. Donc la réponse s'en déduit automatiquement. Ensuite, il y a une question, c'est comment peut-on contrer cette assignation? Alors d'abord, cette assignation, elle va être défendue par les conseils de l'Union. Les conseils de l'Union, c'est ceux qui nous ont conseillés dans la reprise de l'Union. C'est le cabinet d'El Sol, c'est le premier cabinet de l'économie sociale et solidaire en France. Donc lorsqu'ils ont vu l'assignation, je ne vous cache pas qu'ils ont ri. Bon, maintenant, il ne faut jamais, si vous voulez, sous-estimer ses adversaires. Et donc ces conseils sont en train de préparer une réponse très documentée, très circonstanciée, très claire. Et aujourd'hui, leur estimation de succès, d'échec de l'assignation, c'est 98%, on va dire 99%. Bon. Néanmoins, il faut rester vigilant, il faut rester vaillant et il faut se battre. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous mobiliser, bien entendu, si vous estimez que c'est en votre âme et conscience, il faut le faire. Vous avez plein de moyens de vous mobiliser. Vous pouvez écrire des témoignages, vous pouvez signer des pétitions, vous pouvez vous déplacer au tribunal le 16 juin à 8h45, donc c'est le 16 juin à 8h45, et vous manifestez de toutes les manières qui vous appartient de faire en toute votre conscience. Ensuite, vous posez une question, est-ce que cette assignation fait peser un risque sur les projets de l'établissement? Alors, je crois avoir répondu à cette question. Oui, cette assignation, ou plutôt ses conséquences, font peser un risque majeur sur les projets d'établissement. Mais même si cette assignation n'avait pas de conséquences majeures, même si vous voulez, nous gagnions en première instance, puisque de toute façon, la décision du tribunal sera très rapide. Bien sûr, cette assignation fait mener une menace sur l'Union. Pourquoi? Parce que les banques ont été très claires. Les banques ont dit « Bravo, vous avez restauré l'équilibre financier de l'établissement. Bravo, la trésorerie de l'établissement n'a jamais été aussi élevée. Donc ça, c'est du jamais vu. Bien sûr, on vous suit sur l'ensemble de vos investissements. On a prévu un enveloppe d'investissement de 60 millions d'euros. 60 millions d'euros pour financer, je vous rappelle, l'augmentation du capacitaire des urgences, l'augmentation du capacitaire des chambres qui va avec, l'augmentation du capacitaire des soins critiques, l'augmentation du capacitaire de bloc, les investissements dans l'Institut de cardiologie et bien entendu le projet de l'État. Alors bien entendu, les banques nous ont dit tous les feux sont ouverts, sauf le conflit, sauf si vous voulez cette affaire. Et cette affaire, elle est quand même très ennuyeuse. Elle est très ennuyeuse et on aimerait qu'il y ait un éclaircissement avant de passer à l'étape suivante. Donc oui, aujourd'hui, je dirais que la ville et la métro ont réussi une partie de leur travail, si vous voulez, de déstabilisation, parce qu'ils sont en train de mettre à l'arrêt les projets de l'Union, et en particulier, si vous voulez, c'est cette assignation qui porte, je dirais, presque un coup très sérieux au développement des projets de l'Union. Ensuite, vous posez une question qui va dans le sens de ce que j'explique. Vous dites que nous en avons assez d'être pris en otage par des guerres politiciennes et nous voulons faire notre travail dans la sérénité. Comment faire cesser tout ce bazar? Eh bien, le politique, il y a une seule chose qui le fait reculer, c'est la vox populi, c'est la voix du peuple. On l'a vu dans l'affaire Gilets jaunes, on le voit tous les jours dans les débats politiques. Donc si le peuple n'est pas d'accord et qu'il s'exprime, le politique recule. Donc moi, je vous invite
pour ne plus être pris en otage par ces guerres politiciennes et pour laisser le travail de fond et le travail de court terme que vous avez fait se faire, être récompensé à la hauteur de ce que vous méritez tous, eh ben, il faut manifester. Hein. Il faut manifester. Il faut écrire à la mairie, il faut se présenter devant le tribunal, il faut demander aux journalistes une conférence de presse où les salariés s'expriment, tous ensemble, en disant ce n'est plus possible. Le groupe AREC est arrivé il y a 8 mois. Pendant 8 mois, il y a des bâtons dans les roues qui ont été mis en place tous les jours, pratiquement. Avant l'arrivée du groupe AREC, dès que l'Union a annoncé, dès que le groupe Aesio a annoncé son intention de vendre, il y a eu 18 mois de guérilla où tout a été arrêté. On est maintenant à plus de 2 ans de blocage et le blocage se renforce, ce n'est plus possible. Et il faut le dire, il faut le dire. Il n'y a que vous qui puissiez le dire, puisque bien entendu le groupe AREC, il est entre guillemets parti pris, puisque ça a été le bénéficiaire de l'appel d'offres, et donc c'est facile pour les attaquants de dire qu'il est de parti pris. Par contre, si vous le dites, communauté médicale, communauté de soignants, communauté administrative, eh bien, les choses seront très différentes. Ensuite, quels sont les motifs de l'assignation? Alors, les motifs d'assignation, on peut dire qu'on peut les classer en 3 catégories. Première catégorie, d'ailleurs, moi je tiens l'assignation à la disposition de tous les salariés. Vous savez que j'ai toujours indiqué que nous étions transparents, donc on n'a rien à cacher. Ils sont sur le Drive avec, donc vous pouvez la télécharger automatiquement. Si vous ne trouvez pas le lien, eh ben envoyez-moi un mail, je vous donnerai l'assignation. Mais pour faire simple, les motifs sont classés en 3 catégories. Première catégorie, on va dire que les attaquants estiment que le processus de vente n'est pas régulier. Bon, le processus de vente n'est pas régulier. Bien entendu, ni les avocats de l'Union qui ont participé à la vente, ni les avocats du groupe qui ont participé à la vente n'estiment que c'est recevable, puisque ce sont les plus grands cabinets d'avocats parisiens qui ont, bien entendu, avec beaucoup de vigilance, procédé à cette session. Deuxième catégorie de griefs, c'est des griefs qui sont relatifs, si vous voulez, aux pseudo-perturbations qui ont lieu à notre arrivée. Et les attaquants parlent de départ de la directrice générale. Je vous rappelle que la directrice générale était partie avant notre arrivée. Parlent des opérations a annoncé son départ le jour même de notre arrivée, de départ de la directrice juridique, de départ de la directrice financière, et j'ai eu à plusieurs occasions l'occasion de m'exprimer sur ces départs. Et je dirais que de manière beaucoup plus générale, dans toute reprise, souvent on a le top management de l'entreprise qui s'en va, sauf bien sûr si ce top management est droit dans ses bottes et a fait le job. Troisième catégorie de motifs. Ah oui, alors après on a des motifs sur les ascenseurs qui s'arrêtent, on a des motifs sur des applications qui ne fonctionnent pas, etc., etc. Et en particulier tout le volet des applications du groupe qu'on a de cesse de reprocher. Et vous savez très bien que ces applications s'inscrivent en droit ligne dans toute la démarche de e-santé dans lequel les établissements de santé doivent tous s'inscrire. Sachant que, bien entendu, ces applications-là, comme on vous l'a toujours dit, sont pour l'instant facultatives. Ceux qui souhaitent les utiliser peuvent les utiliser, ceux qui ne souhaitent pas ne sont pas obligés de les utiliser. En lien avec ça, bien entendu, il y a aussi la distribution des smartphones. Ironie de l'histoire, aujourd'hui sur tous les territoires, sur tous les établissements du groupe, à Beldum, au Cèdre, à l'hôpital même, tous les effectifs demandent à avoir, comme au GHM, des smartphones. Donc c'est très drôle de nous assigner parce que nous avons distribué des smartphones aux 1450 salariés de l'Union. Dernier volet de l'assignation, il y a tout ce qui porte, on va dire, sur les liens du groupe avec l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est un grief récurrent que l'on nous fait souvent.
Alors, on ne nous a jamais encore assigné au tribunal pour ça, mais c'est très intéressant parce que ça va être une première fois qu'on va nous le faire. Et donc, un procès d'intention comme quoi nous serions des faunés ou nous ne serions pas des vrais acteurs de l'économie sociale et solidaire. Bon. Donc là, on est aussi sur le débat des valeurs. Alors, qu'est-ce qui est un vrai acteur ou pas un vrai acteur de l'économie sociale et solidaire? C'est très intéressant parce que la loi Hamon, en 2012, a justement exactement identifié les critères qui définissent un acteur de l'économie sociale et solidaire. Et là, on a exactement le contraire de ce que nos attaquants indiquent, à savoir que la loi Hamon a ouvert aux sociétés qu'on appelle commerciales le champ de l'économie sociale et solidaire. Et donc, manifestement, nos attaquants n'ont pas connaissance de cette loi, et je les invite à la lire avec beaucoup d'attention. Question suivante, comment les salariés peuvent intervenir en la faveur du groupe AVEC pour apporter son soutien? Donc, j'ai eu l'occasion de le dire, manifester, venez au tribunal, signez des pétitions, faites des témoignages. Et allez voir vos élus en manifestant votre désaccord total sur ces sujets. J'aimerais là, j'ai une de vos collègues qui m'a apporté un document intéressant, c'est une phrase passionnante, je trouve très instructive, qui a été, si vous voulez, écrite par Nelson Mandela. Peut-être, je veux bien reprendre cette phrase-là. Elle est très drôle, elle est très intéressante. Donc ça, c'est Nelson Mandela qui dit, vous allez voir, tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est contre moi. Donc c'est exactement actuellement ce qui est en train de se passer. Les représentants syndicaux de l'Union qui ont attaqué l'Union, donc ils attaquent les salariés de l'Union, hein, puisqu'ils attaquent l'Union, ont fait exactement ce que Nelson Mandela condamne. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Donc je pense qu'une façon aussi de réagir, c'est de reproduire ce document et de venir au tribunal avec ce document. Et je vous remercie par avance. Ensuite, une question, c'est si la promesse de vente est annulée, quel est l'avenir de la clinique de Chartreuse? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement, l'avenir de la clinique de Chartreuse est embarqué avec celle de l'Union. Et comme la clinique de Chartreuse doit en plus relever des défis qui sont encore plus importants que celle de l'Union, je peux dire que simplement que il faut absolument que cette assignation connaisse une issue défavorable. Et sachez que je mettrai en force, je mettrai tout mon poids pour me battre, mais les 12 000 salariés du groupe AVEC sont avec moi. Ces 12 000 salariés qui ont été sauvés de situations financières très très compliquées, qui aujourd'hui sont très fiers d'appartenir au groupe, sont fascinés, emportés par l'aventure qu'on leur propose. Vous savez que par ailleurs, j'ai décidé dès 2022 d'ouvrir le capital du groupe à l'ensemble des 12 000 salariés du groupe pour renforcer encore vos liens avec le groupe. Et d'autre part, nous avons décidé dès 2021 de devenir entreprise à mission avec un conseil d'administration où les salariés participeront aux décisions et où l'objectif du groupe ne sera pas seulement un objectif profit, mais également poursuivra des objectifs sociaux et environnementaux. Bon, dernière question qui vient apparaître dans le chat. Vous avez parlé du résultat positif pour 2020, mais ce résultat n'est-il pas biaisé dû aux aides de l'État versées aux établissements de soins pour le Covid? Oui, bien sûr. Le résultat positif, l'amélioration des résultats en 2020 est dû en partie
à cette situation un peu exceptionnelle où les établissements de santé, tous en France, ont perçu des aides très importantes, mais pas que, puisque vous avez vu que les indicateurs relatifs en particulier aux achats se sont très fortement améliorés et donc ont participé à l'amélioration, au redressement de l'établissement. Je veux signaler par ailleurs que le retour à l'équipe de l'Union s'est fait malgré les frais support que le groupe, si vous voulez, fait supporter à l'Union, et donc ce qui démontre le redressement d'autant plus remarquable. Enfin, parce que je pense que c'est une question que vous allez me poser ou j'imagine que vous avez en tête, mais vous n'osez pas me poser, ces frais support sont perçus sur l'ensemble des 390 établissements du groupe. Tous les établissements, si vous voulez, payent ces frais support. À quoi servent ces frais support? Ils servent à 3 choses. Ils servent, numéro 1, à financer le support direct qui est apporté par le groupe. Deuxièmement, ils servent à financer le développement du groupe. Et aujourd'hui, le développement du groupe est indispensable. C'est que s'il n'y a pas de développement, eh bien, très vite, les établissements meurent ou tombent dans l'escarcelle de plus gros groupes. Vous avez vu qu'il y a des opérations de rapprochement très importantes aujourd'hui dans le secteur de la santé ou le secteur médico-social. Et vous avez des géants qui émergent. Et donc, si vous n'avancez pas dans le monde aujourd'hui, eh bien, vous reculez et vous tombez. On a vu la clinique La Chartreuse qui est tombée, qui s'est fait racheter par l'Union. On voit la clinique Beldon qui a été rachetée il y a 2 ans seulement par le groupe C2S. Mais le groupe C2S n'allait pas assez vite, donc ils viennent de racheter par le groupe Elsan, etc., etc., etc. On voit le CH de Voiron qui n'a pas performé, qui s'est retrouvé en quasi-faillite et qui a été racheté par le Suga, sans plus aucune autonomie, et décisions très claires qui viennent de la direction du Suga et que de la direction du Suga. Et le troisième point, à quoi servent ces frais support? Eh ben, nous l'avons toujours dit, je le répète, tous les établissements du groupe AVEC s'en sortiront ou tous les établissements du groupe AVEC feront faillite. On ne laissera personne faire faillite. Il y aura 0 licenciement économique dans le groupe AVEC ou il y aura 12 000 licenciements. Voilà, les choses sont claires. Alors oui, c'est un engagement très fort, mais cet engagement, eh bien, il faut aussi le financer. Voilà, je vous remercie. Alors, je vous propose de poser vos 2, 3 ou même 4 dernières questions si elles sont courtes et si mes questions ont suggéré des interventions. Vous pouvez aussi intervenir oralement. Il suffit de lever la main et vous aurez la parole. Ou alors, vous pouvez parler. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez parler? Donc, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? On a un message de Céline de Fontaine. Oui. Qui s'affiche. Donc Céline, vous voulez dire quelque chose ou vous avez... Oui, bonjour à tous. Moi, je voulais vraiment dire un grand merci à tous les collaborateurs du groupe avec qui, pour ma part, le dentaire, on a accompli de belles choses, de grandes choses, et tout ça n'est pas fini. Donc, merci à tous. Merci Céline. D'autres interventions? Bon, eh bien très bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres interventions, on a tenu le timing, c'est merveilleux. Merci à tous. Vous savez que je tiendrai 2 autres réunions comme celle-là, le soir pour pouvoir parler aux équipes de nuit, et également lundi matin pour tous ceux qui sont en vacances ou en arrêt ou en repos cette semaine. Donc, je vous invite également à parler de ces réunions et de faire en sorte que le plus grand nombre y assiste et bien sûr parle librement. Merci à vous tous. Au revoir et bonne fin de journée.